Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Aujourd'hui, on est le 15 mai 2020 et avec nous, c'est Laurent Labi, notre analyste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés cette semaine, Laurent? Le CAC, il a baissé quasiment de 6%, le DAX de 4%, le S&P 500 en ce moment est de moins 3,4%, le Nasdaq à la mi-séance de moins 2,5%, l'or qui baisse de 1, non, monte de 1,8% et le Brent monte de 3,2%, l'euro-dollar légère baisse quasiment stable en fait, moins 0,22%. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Laurent? On va le regarder tout de suite. Le CAC en légère hausse de 0,11%, le DAX en hausse beaucoup plus fort, 1,17%. Le S&P 500 à la mi-séance, légère baisse, moins 0,75%. Le DAX, carrément, le CAC Nasdaq, pardon, moins 1,07% en ce moment. L'euro-dollar en légère hausse, l'or en légère hausse et le Brent qui monte quand même 2,41%. Et maintenant, Laurent, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la semaine du CAC 40 en Absolument. graphique. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, écoute, ça a été une très mauvaise semaine hein, pour le CAC 40, puisque on voit cette bougie d'avalement baissier en hebdomadaire qui vient confirmer donc cette zone de résistance entre 4694 et 4556. On remarque que les investisseurs ont vraiment bataillé, hein, Falco, autour de cette zone de résistance du 38% de retracement à 4575. Il y avait ici, je vais zoomer un petit peu, un pendu qui a été ensuite confirmé par une variation d'étoiles filantes. Et puis cette semaine, c'est un petit peu le coup de grâce avec cette bougie d'avalement baissier qui est très importante, hein, tu le disais tout à l'heure, 6% de baisse sur le CAC 40. Alors pourquoi je dis que c'est le coup de grâce? Eh bien parce que on a vu que depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, le CAC se battait pour rester au contact hein, de cette zone de résistance. Tant que c'était le cas, ben, en fait, il y avait un espoir de voir le CAC continuer sa progression après une petite consolidation, mais avec cette méchante bougie qui montre une pression vendeuse importante, eh bien, tu le vois, on est maintenant plus près de ce target à 4143 que de la résistance à 4556. C'est donc une bien mauvaise semaine pour le CAC 40. Et ce qui va se jouer finalement la semaine prochaine, c'est est-ce que le CAC va réussir à se stabiliser autour des 4200 points ou est-ce qu'au contraire, eh bien, cette bougie d'avalement baissier, c'est un petit peu le signal de départ d'une correction plus importante qui verrait donc le CAC retourner sur les 4100 points. On termine avec ce RSI en bas de l'écran qui était en zone de survente et qui a à peine réussi à se hisser sur la zone des 40 points avant de repartir à la baisse. C'est très très faible, donc on peut ce soir, Falco, émettre une hypothèse de fin de rebond pour le CAC 40 avec peut-être soit une consolidation, scénario numéro 1, soit scénario numéro 2, une correction donc plus importante. Merci Laurent. Donc le S&P 500, il est dans la même situation? Non, il est beaucoup plus fort, évidemment. Alors, il faut quand même rappeler que le CAC, il fait partie des indices les plus faibles actuellement. Néanmoins, on voit quand même l'inscription d'une bougie noire pour la semaine sur une zone de polarité extrêmement importante, puisque c'est 2943 points. Tu vois qu'ils ont été résistance en septembre de l'année dernière, excuse-moi, en septembre 2018, puis de nouveau résistance en avril 2019. Puis ce niveau a été dépassé, puis immédiatement réintégré, et c'était une résistance, puis dépassé, et là c'est devenu un support. Et là pour le moment, tu vois, c'est à nouveau une résistance. Donc une très grosse zone de travail et d'arbitrage autour de 2943, avec un niveau de retracement de Fibo, un 61,8 qui évidemment n'y est pas étranger. Il faut également souligner que quand on se met en données quotidiennes, Falco, eh bien c'est le point de passage pas très loin hein, de la moyenne mobile à 200 jours. Alors pour le moment, on voit en fait un S&P qui est coincé entre un 61,8 en résistance et un 50% en support. Il est dans ce petit intervalle, le S&P, et en fait, quand il va en sortir à la hausse ou à la baisse, eh bien ça donnera sûrement
la prochaine impulsion de l'indice. Là aussi, on termine avec le RSI hebdo du S&P qui est donc allé très très bas, hein, à 17, qui remonte pour aller tester cette zone des 50%. Alors en analyse technique, les 50% sur un RSI, c'est un petit peu la ligne de partage des eaux. En dessous de 50, c'est baissier, au-dessus, c'est haussier. Et on voit donc que ce rebond du S&P, même s'il est très vigoureux, et bien quand on regarde le comportement du RSI, il n'y a pas de doute, on est toujours en présence d'un RSI de marché baissier, en tout cas quand on regarde les choses en hebdomadaire. Merci Laurent, on va retourner maintenant dans format daily, on va regarder la CAC 40 en fait. Donc c'était un peu difficile le rebond, non, aujourd'hui? Oui, alors effectivement, hein, alors déjà, il faut rappeler, Falco, que le CAC, il est très faible, on vient de le dire, et que son rebond, c'est vraiment le moins beau. Pourquoi? On l'a expliqué également dans l'émission d'hier soir. Il y avait effectivement ce petit marteau qui semblait donc donner l'impression que les acheteurs allaient reprendre le contrôle des échanges. En fait, c'était simplement des positions short peut-être qui étaient débouclées. En tout cas, on voit bien que le gap haussier a été travaillé. Et puis, hier, on a eu un CAC qui a réussi in extremis à rester au-dessus de la borne haute de ce gap. Et puis aujourd'hui, il a ouvert en gap haussier ce matin. Et puis, il a finalement été vendu toute la journée avec une toute petite réaction en fin de séance. Alors c'est vrai que quand on regarde les choses sur le CAC et même dans un instant on va regarder le S&P, on va voir que c'est un petit peu le même contexte. C'est une séance Falco qui est un petit peu décevante par rapport à ce que le marché nous laissait supposer hier soir avec donc ces niveaux de support qui étaient défendus. D'autant plus qu'aujourd'hui c'était donc la journée des trois sorcières et elle laisse finalement, je crois, un goût amer parce qu'elle n'a que finalement très peu tenu ses promesses de rebond. Alors, il faut quand même rappeler que les motifs d'inquiétude aujourd'hui ne manquent pas. On va commencer avec ce qui se passe aux États-Unis et l'administration Trump, pardon, qui repart en guerre entre guillemets, qui ressort, on va dire, la hache de guerre contre le gouvernement chinois, avec notamment des restrictions sur Huawei. Autrement dit, Trump a décidé donc de limiter toutes les livraisons des entreprises américaines auprès du géant de la technologie chinoise. Et là, ça pose effectivement un problème parce que sans ces composants, Huawei va être évidemment en grande difficulté. Ensuite, on a eu des ventes au détail qui ont plongé de 16,4% pour le mois d'avril. C'est bien davantage que ce que le consensus attendait. Pourquoi des ventes au détail qui déçoivent? C'est important. Eh bien parce que cela reflète la consommation des ménages. Or, on voit bien que dans ce climat qui est un petit peu difficile, avec un contexte global macro qui se détériore, eh bien, la consommation des ménages américains, Falco, c'était un petit peu ce qui permettait au S&P de se maintenir à flot et avec une consommation donc qui se détériore. Là aussi, c'est un signal négatif économique qui est envoyé au marché. Et puis pour terminer, on va parler de l'Allemagne très rapidement parce que elle est entrée ce matin, donc si on peut dire en récession, avec une contraction du PIB allemand de 2,2%. Et ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle qui ne plaide pas pour un contexte économique qui pourrait donc aider les entreprises à passer ce mauvais cap. Voilà, donc on a un CAC 40 qui réussit finalement à rester au-dessus de ce gap haussier qui avait été ouvert le 6 avril. Techniquement, c'est important, cette clôture au-dessus de ce gap. Maintenant, on voit bien que la pression acheteuse, elle est quand même remise en question. Donc, on va bien voir comment les marchés ouvrent lundi et mardi, mais je n'exclus pas d'avoir en début de semaine prochaine une réaccélération baissière, en tout cas vers ce premier niveau à 4143. Merci Laurent. Le S&P 500, est-ce qu'il lui il est aussi dans cette situation ou est-ce qu'il est plus fort en fait?
Qu'est-ce qu'elle te dit, Alors, cette bougie aujourd'hui? alors, il est, Hmm, c'est difficile à dire, Falco. Il est de toutes les façons plus fort, hein, puisque tu vois bien qu'il est quand même sur un rebond de quasiment 30%, alors que le CAC, il est à ouais. 17%. Donc, il y a un écart d'environ 80% entre les deux indices. Il est quand même, il a quand même réussi à se maintenir au-dessus de ce niveau de support extrêmement important à 2792 points. Il y a eu hier l'inscription sur le S&P d'une bougie qui est une ligne pénétrante et qui est en fait une contre-attaque des acheteurs sur une zone de support. En principe, quand on a ce type de configuration, sur une zone de support avec en plus des volumes qui étaient assez significatifs, bah, ça laisse penser, Falco, que le plancher de très court terme a été trouvé et qu'on va assister en fait à un rebond. Sauf que aujourd'hui, c'est toujours faible. Alors, il faut quand même remarquer que les cours à la mi-séance sont situés dans la partie supérieure du corps Hmm. de la bougie d'hier, donc tout n'est pas perdu. Ce que les acheteurs aimeraient voir, Falco, d'ici ce soir, j'ai pas l'impression que ça va arriver, mais en tout cas, ça rassurerait évidemment les opérateurs si c'était le cas. Ça serait de voir effectivement le S&P arriver à clôturer au-dessus du niveau d'ouverture de la bougie d'hier et par la même occasion au-dessus de la moyenne mobile à 13 jours qui pour le moment a toujours été support dans la hausse et on va voir si cette moyenne mobile 13 jours exponentielle qui a été support, et ben maintenant qu'elle a été enfoncée, elle va jouer son rôle de résistance et ça ne serait pas du tout surprenant à moins qu'on ait une réaction, une révolte en quelque sorte des acheteurs qui voudront absolument clôturer, faire clôturer le S&P au-dessus de cette moyenne mobile. Et là, pour le coup, ça serait un signal encourageant. Tant que les cours restent à l'intérieur de cette pénétrante, eh bien, c'est un rebond qui, en quelque sorte, est avorté, qui ne donne pas le follow-through qu'on attendait de lui. Ça veut dire qu'on peut avoir toujours ce risque baissier avec une accélération vers 2721 points. Donc, ce qu'on va surtout surveiller, Falco, lundi et mardi aux États-Unis, c'est le comportement du S&P au-dessus ou au-dessous de ce niveau de support important à 2800, 2792 pour être exact, parce que s'il était enfoncé, on retournera vite sur 2721 et peut-être même que si la pression vendeuse et l'aversion au risque augmentent, on aura une rupture du support. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Pour le moment et en conclusion, 2792 en support, 2934 en résistance, range pour le S&P, momentum qui se détériore, mais pas encore d'accélération à la baisse. Oui, tu voulais dire quelque chose, pardon. Non, 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 non. On pourrait parler aussi du S&P Equal Rated. Est-ce que ça va encore pire que hier? On avait regardé hier, en fait, non? Tu te souviens? Oui, Alors, tout à fait. lui, Ah, il est faible, il est il est faible. Ouais. faible. Ouais, ouais, il est faible. Alors, tu as raison de soulever ce point parce que le equally weighted, quand il est faible, Hmm. ça veut dire en fait que l'ensemble hein, de la cote aux États-Unis est menacé et on a un equally weighted qui est clairement en consolidation, beaucoup plus prononcé Hmm. hein, que le S&P. Et donc, ça plaide un petit peu pour la remise en question d'un rebond sur le S&P. Mais encore une fois, Falco, faut pas aller trop vite. On a été surpris hein, plusieurs fois ensemble hein, par ces marchés depuis le mois de mars. Donc, consolidation, ça c'est sûr. Baisse de momentum très significative, ça c'est sûr aussi. Est-ce que cette baisse de momentum, elle va déboucher sur une correction plus profonde? Eh bien, il va falloir suivre l'évolution des cours lundi et mardi parce que ça devrait arriver vite maintenant. Hein. Soit effectivement, il y a un renouveau de pression baissière et le support à 2792, il va être vite enfoncé. Soit effectivement, comme je disais, il y a une réaction, une révolte des acheteurs. Et là, ça voudrait dire qu'on restera dans l'intervalle plus longtemps pour peut-être aller plus haut, retour sur le 61,8 à 2934 et peut-être sur les 3000 points. Mais là, on est plus en haussier, là, non? On est en neutre, non, ou pas? Euh, on est neutre, Hmm. on n'est plus haussier. Enfin, alors, moi, j'ai une façon très particulière hein, de labelliser Hmm. ce genre d'évolution des cours sur les marchés. Je suis haussier neutre. Hmm. Haussier neutre, ça veut dire qu'on est quand même, non, ne rigole pas, on est Pardon, quand pardon, même, excuse-moi. on est quand même dans un contexte qui est haussier, mais je rajoute neutre parce que
en fait, on est haussier à court terme et neutre dans l'immédiat. Et ça permet, en ayant cette sémantique, de ne pas être trop agressif à la vente pour le moment, parce que, encore une fois, les niveaux n'ont pas été enfoncés et on ne sait pas, Falco, si les niveaux vont être enfoncés ou pas. On voit très bien qu'il y a une fatigue des acheteurs, on voit très bien qu'il y a une défiance par rapport à une augmentation de l'exposition au risque. Mais en même temps, on voit aussi, Falco, et c'est super important de le signaler, que les supports tiennent et que pour le moment, on est simplement en range sur le S&P. Alors on pourrait avoir, et ce sera le mot de la fin, une lecture acceptable d'un double top en formation, avec le premier top ici et le deuxième top ici, sauf que la ligne de coût du double top, elle n'a pas du tout été enfoncée. On pourrait même dire, Falco, qu'elle a été marginalement enfoncée et tout de suite réintégrée. Donc, c'est vraiment statu quo. Statu quo, ça veut dire consolidation, ça veut dire rapport de force équilibré entre les acheteurs et les vendeurs. Et il va falloir attendre de voir lequel des deux camps va finir par l'emporter. C'est pas joué, Falco. Il faut pas aller trop vite en besogne et vendre en fait la capitulation des acheteurs. Ils nous ont surpris à plusieurs reprises, donc je préfère rester neutre et attendre. Merci Laurent. Maintenant, tu veux nous parler de la devise britannique. Pourquoi ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bah parce que le GBP, il est très faible par rapport à l'ensemble des autres devises. GBP et USD, hein, donc, qui baisse, et Euro GBP qui monte. Et on a ici une assez jolie figure technique. C'est un rounding bottom. Je vais enlever cette moyenne mobile à 200 jours parce que elle n'est pas très utile finalement. Et on voit donc cette très forte accélération baissière hein, du GBP face à l'euro. Et cette consolidation qui s'est faite, ça a un nom, un creux arrondi. Et on voit que les cours ont réussi à sortir de ce creux arrondi en franchissant les 0,88 pounds et qu'on a, avec cette bougie d'accélération haussière aujourd'hui, un rounding bottom qui est validé avec un prochain objectif à 0,8996, autrement dit à 0,90. Alors, ça, c'est le prochain objectif. Si effectivement le GBP continuait de s'affaiblir, eh bien le prochain objectif pour l'euro sterling, c'est sur 0,9168. Et puis peut-être que si vraiment on a une continuation du momentum, c'est sur 0,93. Alors c'est assez intéressant de voir ce qui se passe sur l'euro GBP parce que l'euro est faible, le GBP est encore plus faible. Donc c'est pas forcément hein, sur cette paire qu'il faudrait jouer, c'est plutôt toujours choisir sur le Forex une forte contre une faible. Ça veut dire typiquement GBP USD, c'est-à-dire GBP faible, USD fort. Et puis peut-être dans une autre mesure euro-dollar, avec un euro qui est faible et un dollar qui en ce moment donc reprend un petit peu de poil de la bête, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, quand on regarde l'euro GBP, c'est assez joli techniquement. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Hein. Je suis un analyste technique, donc j'aime vous montrer des configurations qui marquent et dont vous pourrez vous souvenir. Voilà, ça c'est un très beau, très joli rounding bottom qui a été déclenché. Donc affaire à suivre. Merci Laurent. Donc ça c'est l'euro GBP. Maintenant on va revenir à l'argent et surtout à l'or. En fait, tu nous as montré mardi cette ratio entre l'argent et l'or et tu avais dit tiens, je vais revenir vers vous dès que ça bouge. Et là ça bouge, non? Effectivement. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à revoir ou à voir l'émission de mardi, puisqu'en fait, j'expliquais pourquoi ce ratio silver-gold, il était important. Et mardi, je vous disais que j'attendais hein, la sortie haussière donc, de ce ratio, avec de préférence une sortie des bandes de Bollinger. Ben, regarde Falco, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un ratio de force relative qui repart à la hausse. Et mardi, je disais que quand on a un silver qui surperforme le gold, c'est bullish pour tous les métaux précieux, surtout évidemment le silver en premier lieu, mais également sur le gold. Alors on va regarder ensemble pour voir si effectivement cette lecture du ratio, elle se vérifie ou pas sur les deux actifs. Sur l'argent,
on voit une très très forte accélération haussière avec cette sortie de range qui s'est faite hier, une moyenne mobile à 100 périodes qui était donc résistance, puis support, et puis de nouveau, regardez ici, résistance. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que cette moyenne mobile à 100 jours, elle a été franchie. Alors c'est vrai que ça traite encore sur le silver, mais j'ai bien l'impression qu'on aura ce soir un silver vers 22 heures qui clôturera donc sur le COMEX au-dessus de cette moyenne mobile à 100 jours. À noter qu'on a aussi donc un RSI qui repart assez franchement en zone de surachat. C'est boule évidemment. Donc prochain objectif pour le silver 17,50 et puis 18,61. Alors pourquoi je pense que le silver va au moins atteindre ce niveau à 17,50? Eh bien justement parce que le ratio silver-gold est en train d'accélérer et que c'est un facteur qui valide, qui confirme, qui appuie l'accélération, la très belle accélération puisqu'on est à plus 4,7% sur le silver. Donc ça devrait continuer de pousser Falco vers 17,50, 18,60, c'est-à-dire les niveaux de début d'année, j'en suis moins sûr. On va voir s'il y arrive ou pas. En tout cas, 17,50, pour moi, ça devrait le faire. Donc, on cherche évidemment un point d'entrée sur le silver. Et si j'arrive à vous en proposer un lundi, pas plus tard, eh ben, on reparlera donc de ce chart. Merci Laurent. Donc l'or, comment ça va? Ça monte aussi? Très bien. Bah oui, regarde, triangle symétrique, on en a beaucoup parlé ensemble, justement, avant que le triangle ne soit déclenché, pour tous ceux qui avaient envie de s'inscrire dans cette dynamique haussière de court, moyen et long terme, et qui reprend maintenant sur le gold. Les beaux timings dans les triangles symétriques, c'est de payer à l'intérieur, Falco, avec des stops qui sont sous la première réaction, c'est-à-dire sous 1658. On a eu, là encore, hier, on a tout est dessus, une sortie haussière du gold, et aujourd'hui, ça continue avec une progression de 1,02%. Le target pour le gold, il est à 17,96 et puis en extension, 1830 dollars pour une once. Ça devrait y aller, Falco, avec cette zone cible qui est la résistance de octobre 2012 entre 1796 et 1830. Pardon. Le stop se place sous 1678 et le timing parfait pour rentrer sur le gold s'il y en a que ça intéresse, c'est le pullback sur cette zone de résistance qui deviendrait support, 1720. Ça serait un très beau timing optimisé, j'ai envie de dire, pour rentrer sur cette tendance haussière sur le gold avec un stop qui serait proche et on vise 17,96 dans un premier temps. Merci Laurent. Maintenant, tu revenir sur une autre matière première. En fait, c'est le Brent. Qu'est-ce qui le rend si intéressant? Ça, c'est le spot, non? Oui, absolument. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a tellement parlé du Brent, enfin surtout du WTI il y a 3 semaines. Alors, il faut quand même rappeler que le contrat du WTI sur juin expire le mardi prochain, le 19 mai. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Mais enfin bon, j'ai pas trop d'inquiétude. On a un WTI qui doit pas être très très loin des 28-29 dollars. Donc, il y a très peu de chances qu'il retourne comme le mois dernier en territoire négatif. Ce qui m'intéresse sur le Brent, c'est à la fois ce dépassement de cette résistance baissière, c'est cette moyenne mobile à 40 jours qui fait office de support, c'est cette très belle progression haussière qui s'est mis en stand-by avec une consolidation très compacte, très contenue. Ça fait penser à un drapeau en analyse technique. Et ce qu'on attend effectivement, c'est la sortie du drapeau. Alors, la sortie du drapeau, c'est pas suffisant, Falco. Pour que la sortie du flag, elle soit validée comme telle, il faut de la vitesse, donc pas une petite bougie comme celle qu'on voit maintenant. On veut une belle bougie verte qui montre qu'il y a effectivement un retour des acheteurs sur le marché. On veut du volume. Pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des futurs, on veut un open interest qui augmente
qui nous montrent donc des nouvelles ouvertures de contrats. Et si on a tout ça, alors effectivement, volume, open interest et belle bougie verte, eh bien, on aura une lecture haussière sur le Brent avec vraisemblablement un dépassement de ce niveau de résistance à 34,63 $ pour aller sur 39. Donc tu vois, je mets quand même le niveau d'exigence assez haut sur les futurs pour avoir donc cette sortie haussière sur le Brent qui pourrait aller beaucoup plus haut. Pour le moment, on ne l'a pas, mais encore une fois, mon job, entre guillemets, vis-à-vis de vous, c'est de vous montrer les configurations avant qu'elles n'existent pour vous permettre de vous préparer, d'y réfléchir et peut-être même, si ça vous intéresse, de participer en sachant que, encore une fois, les plus belles configs ne sont en aucun cas des garanties de quoi que ce soit quand on est sur les marchés. Mais tout l'intérêt, c'est de vous montrer donc ces contextes techniques avant le retour de la volatilité, comme on l'avait fait par exemple quand on avait parlé du gold ensemble. Merci Laurent, on va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand et c'est notre ami Jeff qui a gagné. Et qu'est-ce qu'il dit Jeff? Il dit: je vous propose de faire un point sur Iliad qui retrouve ses niveaux de l'été 2018. La borne basse du grand gap de mai 2018 peut-elle servir d'objectif à court terme? Merci. Alors, Laurent. Alors, oui. La réponse est oui, Jeff. Cette borne basse peut servir d'objectif. Maintenant, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose que j'aime pas trop sur Iliad. C'est ce RSI, vous voyez, qui faiblit alors que les cours en haut continuent d'évoluer à la hausse, même si on voit que cette hausse sur Iliad, elle a quand même toutes les caractéristiques d'une consolidation haussière, puisqu'il y avait cette bougie verte qui, encore une fois, avait trouvé appui sur cette moyenne mobile exponentielle à 13 jours. Vous savez à quel point je l'aime, cette petite moyenne mobile, elle est tellement utile. Et une fois de plus, elle a fait son travail. Elle est venue arbitrer donc la conso. Et derrière cette bougie verte, on voit rien du tout. C'est-à-dire 2 bougies rouges et une toute petite verte. Et quand on regarde les volumes, ils deviennent anémiques sur Iliad. Alors, j'ai envie de dire à Jeff, oui, du point de vue de l'analyse, on peut tout à fait penser que cette borne basse de gap baissier, ça va servir en fait d'attracteur pour les cours et c'est peut-être le niveau qui va déclencher, on va dire, des prises de bénéfices importantes. Maintenant, il y a un premier niveau, c'est 148 € qui pour le moment n'est pas dépassé. Et puis, on a aussi ce RSI dont je parlais il y a quelques secondes, qui lui est toujours sous cette oblique baissière. Donc j'ai envie de dire à Jeff, d'accord pour viser 152, grosso modo, mais attention, soit vous êtes long, et dans ce cas-là, ok, vous serrez les dents et vous maintenez votre position longue et le stop d'invalidation, il est sous 138,95, soit vous n'êtes pas long et j'aimerais bien, avant d'atteindre cet objectif qui n'est pas très loin, avoir malgré tout une reprise des volumes, peut-être pas un dépassement de la moyenne mobile à 20 jours, mais en tout cas une reprise des volumes et puis un RSI qui retourne et qui casse. Ce serait quand même de bon augure cette résistance baissière. Alors, est-ce que tout ça peut se faire avant l'atteinte de l'objectif? C'est pas évident. C'est une configuration un petit peu piégeuse, j'ai envie de dire, sur Iliad. Si Jeff pose la question, c'est à mon avis parce qu'il est déjà sur Iliad. Bon, donc pour tous ceux qui sont longs Iliad, il faut gérer la position, pas par l'objectif, mais par le stop. C'est-à-dire que tant que 138,95 n'est pas enfoncé, on va laisser le bénéfice du doute aux boules. En fait, ce sont eux qui ont piloté le marché. Donc, si les bears, c'est-à-dire les baissiers, veulent reprendre les choses en main, c'est à eux de nous le prouver. En absence de retour de l'aversion au risque, on reste dans la tendance, parce que Falco, tu la connais par cœur cette phrase, depuis le temps qu'on travaille ensemble, j'ai dû la répéter 1000 fois. The trend is your friend, c'est-à-dire que la tendance, c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. Et le problème des investisseurs, surtout privés,
parce que les investisseurs professionnels, ils ont des garde-fous, ils ont des méthodologies qu'ils suivent. Les investisseurs privés, ils sont seuls chez eux. Alors parfois, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et leur problème, Falco, ils en ont deux. C'est ne pas respecter les stops, mais je sais que tous ceux qui nous regardent, ils ont passé ce cap et qu'ils sont toujours à l'affût donc de déboucler leur position quand leur stop a été touché pour limiter la casse. Mais il y a un autre problème, Falco, c'est qu'on n'est pas seulement stressé quand on perd de l'argent, on est aussi stressé quand on en gagne. Et il y a un biais de finance comportementale qui est bien connu, qui fait que quand on est en gain, eh bien, on va souvent couper beaucoup trop tôt et on ne laisse pas le potentiel de la tendance s'exprimer à plein. Le problème, Falco, c'est que cette tendance, parfois, ce n'est plus notre amie et elle se retourne contre nous. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, gestion par le stop. C'est-à-dire que c'est une méthode toute bête. Tant que 138,95 n'a pas été enfoncé, clôture, je reste en position et je vise 152,70. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à Jeff, qu'il est content. En tout cas, merci pour nous avoir parlé de Iliad, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire en analyse technique quand on regarde Iliad que c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Parfait, merci Laurent. Et maintenant, on va passer aussi, merci à Jeff et tous ceux qui ont voté pour lui. Et maintenant, on va passer à notre tableau de scénario. Qu'est-ce qui se passe sur ce tableau, Laurent? Bah écoute, ce soir, pas grand-chose, aucun target atteint, aucun stop touché. Donc on reste comme ça sur notre tableau avec le DAX, Barrick, Gold, Sanofi et Swiss Re. Donc, il n'y a pas de publication ni d'autres événements L'agenda économiques, économique. rien du tout lundi. Donc, on va retourner vous parler de notre compte Twitter, en fait, hein. Exactement. On retourne sur notre compte Twitter. Voilà, donc que je complète un petit peu chaque jour avec Tout petit peu. oui, Ouais. soit des situations techniques qui me semblent intéressantes. Alors, c'est pas forcément des invitations à faire quoi que ce soit. C'est aussi ce compte Twitter, Falco, une opportunité de partager des connaissances en analyse technique et de montrer à nos abonnés, en fait, Mm. comment les marchés s'organisent. Par exemple, ce soir, j'ai fait un tweet sur Rémi Cointreau parce que c'était tellement beau techniquement, cette tête-épaule inversée qui se mettait en place pour retourner la tendance avec une épaule droite qui prenait la config d'un triangle ascendant. Alors, j'explique en fait que c'est seulement au-dessus de la ligne de coût, avec en plus des volumes, qu'on aura une validation donc du retournement de tendance. Donc, ne prenez pas les tweets comme des invitations à faire des choses, mais plutôt comme un partage de connaissances et essentiellement à vocation pédagogique pour vous montrer effectivement ce qui se passe sur les marchés, sur la préouverture de Wall Street, sur les devises, sur le Brent, enfin voilà, en weekly, en daily, sur toutes les classes d'actifs. Vous en avez effectivement pour tous les goûts sur le compte. On va répéter son nom quand même, Falco, Exactement. @BNPP Bourse. BNPP Bourse. Et maintenant, on va regarder vite fait notre chaîne YouTube qui s'appelle 100% marché. BNP Paribas Non, Produits de Bourse, hein. Elle est très oui, simple à trouver quand vous cliquez, écrivez juste dans YouTube BNP, vous allez la trouver direct. Et voilà, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Il faut cliquer juste sur le petit angle s'abonner et après choisir la cloche avec à côté de laquelle il y a écrit toutes. Et d'ailleurs, en dessous des vidéos, vous pouvez évidemment, comme l'a fait aujourd'hui Jeff, participer à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand. Donc c'est simple, il faut juste mettre un commentaire en dessous des vidéos une fois que l'enregistrement est fini. Et en laissant ce commentaire, faire voter les autres pour vous. Et parce que c'est la personne qui a récupéré le plus de pouces bleus qui aura gagné. Et c'est ce valeur-là qu'on va analyser, ou plutôt Laurent va analyser pour vous dans l'émission qui suit. Donc n'hésitez pas à participer dans cette rubrique Charts on Demand. Laurent, elle est à la fin de notre émission. On se retrouve lundi à 9h30 pour regarder comment ça s'est passé ce soir sur le S&P 500. Regardez l'ouverture exactement. du CAC 40. On vous souhaite tous un super week-end. Reposez-vous bien. Profitez du soleil s'il y en a. J'espère pour tous qu'il y en a du soleil. Laurent, il y a du soleil ou pas ce week-end? Ah oui, oui, il va Ouais, faire beau et ce ben fait week-end. bon. Bon, ça c'est parfait. Donc on se retrouve tous comme Louis dans le jardin, j'espère, dans le soleil et tout va être cool. Donc bon week-end à vous tous et à lundi. Merci Laurent. Merci Falco, bon week-end à tous.